Alors, je suis natif de Tétroville, de l'est de Montréal. Mon père était télégraphiste pour le CPR, le Canadien Pacifique. Euh, et ma mère ménagère. J'appartiens à une famille de 3 enfants et toute mon enfance, quand on me demandait combien d'enfants nous étions à la maison, je répondais toujours nous sommes 3, c'est parce que ma mère est opérée. Ce qui permettait d'éviter la question qui venait toujours quand je disais seulement nous sommes 3, c'est pourquoi vous n'êtes que 3? Parce que la norme dans mon quartier, c'était 4 enfants. Et le rêve des parents, y compris de mes parents, c'est d'avoir 4 enfants. Donc, les couples en avaient 4, puis il y avait un accident, il y en avait un cinquième, des fois un sixième, mais c'était des familles dont de 4, 5, 6 enfants. Euh, mes parents étaient originaires de la campagne, ma mère de Saint-Antoine de Tilly, ici, d'une famille de cultivateurs. Et elle s'est rendue à Montréal à l'âge de 14 ans avec son linge dans une poche de sucre pour suivre un cours de secrétariat. Elle a été secrétaire plusieurs années, elle avait appris un peu l'anglais. Et mon père vient de l'autre côté de la rivière, de Portneuf, de l'autre côté du fleuve, de Portneuf. Il était lui un fils de médecin. Alors, mon grand-père paternel a eu 12 enfants, 9 ont survécu, 5 garçons, 4 filles. Et il a envoyé ses 4 premiers garçons au collège classique. Ils ont tous fait une année ou deux, y compris mon père, on le sait. Et ensuite, mon grand-père, voyant l'échec, a décidé de faire son cours classique à son plus jeune. Donc, son plus jeune fils a fait son cours classique. Il a fait les 6 premières années à la maison avec mon grand-père. Il a passé des examens, puis ensuite il a étudié. Il est devenu un médecin, comme son père, et il est celui qui était le modèle de l'instruction, de la réussite professionnelle, et qui ayant un peu plus d'argent, financé en bonne partie les études de ses neveux et nièces, y compris les miennes. Alors, si je remonte à mes grands-parents, ici, à la campagne, à Saint-Antoine, j'avais un grand-père analphabète, mais guérisseur, et athée. Alors, athée, il ne devait pas connaître le mot, mais il savait que... mais ce qu'il disait, c'est que quand on meurt, on nous enterre et ça se termine là, et qu'il n'y a pas un Dieu si généreux, si puissant, qui voudrait faire souffrir les pauvres humains en enfer pour l'éternité, quel que soit leur crime. Alors donc, il ne croyait pas à l'enfer et il allait bien sûr toujours à la messe, puisque c'était en même temps l'occasion de rencontrer tout le monde, mais il n'était pas croyant. Une grand-mère extrêmement instruite pour l'époque dans le milieu. Elle avait une 8e année et avec sa 8e année, elle était maîtresse d'école, avait gagné un prix d'excellence comme enseignante et elle écrivait le français parfaitement sans la moindre faute. Alors, donc, d'un côté, un milieu agricole, des cultivateurs qui, plutôt pauvres parce qu'ils devaient aller travailler à Lowell, Lowell, Massachusetts, près de Boston, ils allaient travailler dans les factories de coton pour gagner un peu d'argent pour payer les dettes qui étaient liées à l'achat de leurs terres. Et de l'autre côté du fleuve, donc mon grand-père paternel, lui d'un milieu plus aisé, instruit, un homme qui aimait beaucoup les jardins, qui aimait beaucoup la nature, qui aimait beaucoup les animaux, indépendant de fortune quand il a commencé à être médecin, mais ruiné à la fin de sa vie, il a fait des mauvais placements, bref, il s'est trouvé ruiné. Et une grand-mère qui était une orpheline adoptée, élevée par les Ursulines, qui était, je dirais, très pain-bêche, c'est-à-dire une femme pour qui l'essentiel était dans les manières et qui exigeait que nous appelions mon grand-père docteur.
parce qu'il était docteur. Donc, un milieu, deux milieux d'origine extrêmement différents. Puis il y a probablement là, chez moi, une source d'intérêt pour le social, c'est-à-dire ces manifestations dans différents milieux sociaux, puis des rapports sociaux très différents, avec aussi une enfance où l'été, je venais passer une grande partie d'été, de même que mon frère et ma sœur, avec mes cousins de Saint-Antoine, parce que mon oncle et ma tante avaient travaillé à Saint-Antoine, avaient travaillé à Montréal euh, durant les années 1930 jusqu'à 40, jusqu'au début de la guerre. Et ils avaient vu le défilé des petits corbillards blancs, c'est-à-dire la terrible mortalité infantile à Montréal, et qui était la plus élevée en Amérique du Nord avec Québec. Et donc, ils s'étaient donné la responsabilité, quand ils sont revenus à la campagne, ils se sont achetés une terre, de ne pas laisser leurs neveux et nièces vivre dans l'air malsain de la ville et risquer d'y mourir. Évidemment, c'était dans les années 40 et c'était plus le cas, mais ils étaient restés avec cette idée-là. Et donc, eux qui avaient 6 enfants nous accueillaient tous les trois, de même que 4 autres de Québec. Alors donc, il y avait régulièrement 12-13 enfants dans la maison, c'était le bonheur. Et donc, nous jouions sur le vieux macadam, donc l'ancienne route. Et quand il pleuvait sur le fenil de la grange, et on participait aux travaux des champs. Et donc, c'était des années de grand bonheur. Et j'ai commencé à travailler pour gagner mes études à 14 ans, donc j'ai cessé de venir à la campagne. Mais à Montréal, mes parents se sont toujours comportés comme des cultivateurs, au sens où nous avions une petite maison, mais il y avait des terrains vagues, non construits encore, dans l'est de Montréal. Et mes parents faisaient de grands jardins et on faisait des réserves de nourriture. Il y avait dans le coin ce qu'on appelait une cannerie, c'est-à-dire une conserverie, qui donc mettait en conserve les légumes que nous produisions sur la terre. Et il y avait donc dans la cave une cave froide, il y avait aussi une grande dépense avec toutes les réserves, puis on faisait assez de légumes il y avait aussi un peu de fruits, c'est vrai, on avait une vigne aussi. Il y avait assez de légumes pour en vendre un peu. Et en plus, j'ai une tante qui habitait avec nous. Nous habitions un très très petit 5 pièces. Nous étions donc 3 enfants. Il y a une sœur de ma mère qui a vécu avec nous jusqu'à ce que j'ai 16 ans, s'est mariée plus tard. Et j'ai une grand-mère, ma grand-mère maternelle venait chez nous aussi souvent quelques mois. Donc nous étions à l'étroit, mais j'ai jamais eu enfant le sentiment que nous étions à l'étroit. Je le dis d'un point de vue contemporain. Et donc, ma tante travaillait avec dans des usines avec des Italiens. Il y avait un quartier italien à côté de chez nous. Et les Italiens avaient introduit chez nous des vignes avec du bon raisin rouge. Et c'est une raison certainement pour laquelle j'ai encore des vignes. Ensuite, mes parents tenaient absolument à ce que nous étudions. L'insistance sur l'éducation était centrale. La préoccupation de mes parents à cet égard était importante. Mon père, en somme, pour racheter son échec, il voulait, en somme, mon père était en descente sociale, il voulait donc que je retrouve le statut qu'il avait perdu. Et ma mère, parce qu'elle elle venait d'un milieu où on valorisait l'éducation, en milieu rural, dans sa famille. Et elle avait donc étudié un petit peu, mais pas autant qu'elle aurait voulu, parce qu'elle devait travailler jeune. Et donc l'un et l'autre insistaient beaucoup pour nos études. Et on m'a donc inscrit au collège classique avec les Pères de Sainte-Croix dans l'est de Montréal, qui est devenu le collège Maisonneuve. Mon entrée là était dure parce que je vais sauter la 7e année. J'étais dans les plus jeunes. On pourrait le débrancher peut-être? Ou on laisse aller? Euh, mon, euh, attends, je vais le débrancher. Donc, mes parents m'ont inscrit au collège Sainte-Croix, qui était l'œuvre des Pères de Sainte-Croix dans l'est de Montréal.
c'était pour moi assez difficile. Je réussissais de manière excellente à l'école primaire, mais au début du collège classique, c'était difficile parce que j'étais plus jeune, j'avais sauté une année. Euh, et j'entrais dans un univers qui était très loin de mon univers social. Et quand on me parlait du forum de Rome, j'imaginais mal que ça pouvait être une place publique autre qu'un stadium à cause du forum de Montréal. Donc j'ai mis un peu de temps à rentrer à rentrer dans cet univers. Euh, mais j'y suis entré finalement. Et c'était donc une éducation religieuse excellente par des hommes qui donnaient leur vie pour l'éducation des jeunes. Donc des hommes généreux, des hommes compétents, euh, des hommes qui m'ont beaucoup inspiré pour leur générosité. Mais en même temps, vers la fin des études, on commençait à enseigner des laïcs. Et ça, c'était aussi des modèles, c'est-à-dire c'est les premiers hommes laïcs qui nous enseignaient. Donc, on pouvait voir qu'il n'était pas nécessaire de devenir prêtre pour être instruit, qu'on pouvait être instruit et faire toutes sortes de métiers. Et on commençait à envisager que le sacerdoce n'était pas n'était pas une voie à sens unique et qu'il y avait d'autres ouvertures. Il y a un professeur qui m'a beaucoup influencé, qui est Jean-Paul Bernard, décédé récemment, qui est un professeur passionnant, qui a donné le goût de l'histoire à plein de jeunes et qui a certainement contribué à m'orienter beaucoup vers l'histoire. Alors, je me suis inscrit au département d'histoire de l'Université de Montréal. J'ai fait ma licence. C'était, à vrai dire, pas très bon. C'était, à vrai dire, médiocre. Brodel Brodel, qui était venu donner une conférence avec qui j'avais parlé après, m'avait parlé d'un résidu archaïque de vieille histoire pour décrire ce département Fernand Brodel. Et il y avait quelques excellents professeurs, entre autres Maurice Séguin, qui faisait l'étude pessimiste mais rigoureuse de la question nationale au Québec, au Canada. Il y avait d'excellents professeurs pour ce qui est de l'histoire européenne, moderne, contemporaine. Mais dans l'ensemble, c'était pas bon et j'ai décidé de ne pas poursuivre en histoire. Et Jean-Paul Bernard, qui m'avait enseigné au collège classique, me conseillait d'aller en sciences sociales, d'aller en sociologie. Et je suis allé en sciences sociales, je suis allé en sociologie. Et là, j'ai trouvé ça passionnant. Et là, j'ai découvert un autre monde, c'est-à-dire autre chose qu'une narration d'un enchaînement d'événements, un travail d'interprétation, d'analyse visant à livrer des éléments de compréhension. C'était extraordinaire. Je me souviens de Guy Rocher, dont on suivait le cours d'introduction, qui disait « Si je réussis mon cours, vous ne verrez pas le monde de la même manière à la fin du cours que maintenant. » Ben, ma foi, il avait raison. Et puis, un cours de relations ethniques d'un professeur qui s'appelait Brazo, qui n'avait rien de théâtral, qui était très réservé, mais qui était un remarquable pédagogue et qui nous expliquait, il nous faisait comprendre les questions ethniques. Et donc, on voyait en somme une problématique derrière le récit d'événements relatifs à des questions ethniques. Et il nous expliquait comment on travaille avec un cadre théorique, puis comment on fait l'aller-retour avec l'empirisme. C'était mon initiation aux sciences sociales. Il y avait des cours de démographie, des cours d'initiation à l'économie. C'était remarquable et c'était pour moi un bain de jouvence, une ouverture au monde. Puis j'ai toujours jugé, à partir de ce moment-là, les sciences sociales absolument absolument indispensables pour comprendre ce qui nous entoure. Et j'ai donc fait une maîtrise. J'ai hésité entre poursuivre en sociaux, seulement en sociaux, peut-être même en statistique. J'étais devenu bon en statistique,
Je donnais même des cours de rattrapage à ceux qui avaient de la difficulté, alors que j'avais toujours eu de la difficulté auparavant. Mais finalement, Colette Caris m'avait dit, essaie donc de combiner ce que tu as fait en histoire et en sociaux. C'est un capital qui est unique, alors c'est donc ce que j'ai fait. J'ai fait une thèse, un mémoire de maîtrise où j'ai comparé l'histoire coloniale du Canada et de l'État de New York, parce que les deux sont centrés autour d'un fleuve, l'Hudson puis le Saint-Laurent. Le Canada au sens de la vallée du Saint-Laurent à l'époque, là. La traite des pelleteries. Puis dans les deux cas, il y avait aussi une conquête. Alors, voir les effets de la conquête sur la colonie néerlandaise et sur la colonie française. Donc, j'avais travaillé là-dessus, mais avec une approche là, de sciences sociales. Et c'était avec Marcel Riot qui m'avait dit, fais ce que tu veux pourvu que ce soit un travail de sociologie. Alors donc, je veux pas, ce qui j'avais compris, je ne veux pas un récit d'événements, je veux une approche qui nous permette de comprendre ce qui s'est passé. Et après ça, je suis allé étudier à l'École des hautes études des sciences sociales en histoire. Alors, c'est Brodel qui m'a accueilli et j'ai travaillé officiellement avec le roi Ladurie, mais le roi Ladurie, j'ai assisté bien sûr à ses séminaires aux 15 jours, mais d'interaction personnelle avec lui, il n'y en a pas eu 1 heure au total. Et quand j'ai remis ma thèse de doctorat, il n'y avait pas la moindre idée de ce qu'il y avait dedans. Mais néanmoins, l'École des hautes études, c'est un endroit remarquable. Parce qu'évidemment, j'ai suivi plein de séminaires. C'est un endroit remarquable en histoire, mais dans les sciences sociales aussi. Mais bien que j'ai suivi plutôt des cours d'histoire, mais il y avait toute la perspective de l'économie monde avec Brodel, dont je suivais les séminaires. Ensuite, j'ai lu Wallerstein, puis tout ce qui s'est développé autour de ça. Ensuite, les travaux qu'on faisait sur les mentalités, que le roi Ladurie a fait sur les récits folkloriques ou sur l'histoire du climat, ou bref, c'était extrêmement stimulant. Je suis revenu. Entre-temps, je m'étais marié, je suis revenu et nous avons eu 2 enfants, mes 2 garçons, et on s'est entendu pour que mon ex-épouse finisse son doctorat la première et qu'ensuite je fasse le mien. Et comme elle ne l'a pas terminé, ensuite je me suis engagé dans le mien à fond de train sur une année et demie pour le faire. Alors donc mon doctorat qui a donné lieu au livre Le pays renversé, je l'ai écrit dans la perspective de Brodel, qui était celle de l'économie monde, qui était celle aussi de l'histoire des sans-paroles. Et alors, l'histoire des sans-paroles, je me suis dit, en France, c'est les paysans, ici également, mais c'est aussi les Autochtones. D'autant que j'avais découvert les Autochtones dans les archives à Paris, dans les archives coloniales. Donc, l'échange de correspondance entre Versailles et Versailles et Québec, où on raconte ici tout ce qui se passe et où Paris répond avec des programmes de colonisation et des stratégies coloniales. Et ce que j'avais observé, c'était que les archives étaient extrêmement bavardes à propos des Autochtones, qu'il y avait tellement d'informations à propos des Premières Nations. Et je me suis dit, mais comment se fait qu'on en parle si peu dans notre histoire, alors qu'il y a matière pour le faire, puis il y a bien davantage matière que tout ce que j'ai jamais imaginé. Et donc, quand j'ai fait mon doctorat, je dis, je vais reprendre l'histoire coloniale du Nord-Est comme j'avais fait dans ma maîtrise, mais en intégrant la dimension autochtone, en essayant de voir les choses du point de vue des Autochtones, puis en même temps en voyant les mécanismes d'unification mondiale à l'échelle de l'Atlantique et à l'échelle de la planète, pour voir comment, en somme, les colonies s'inscrivent dans un mouvement qui est bien plus large, qui est celui de l'expansion européenne à l'Atlantique et à la planète.
Et de ce point de vue-là, je me suis dit, il faut pas faire l'histoire de la Nouvelle-France ou de l'État de New York, il faut faire l'histoire d'un bon morceau de l'Amérique. Il faut sortir des frontières coloniales, ce qui permet de comparer, ce qui permet de voir les choses d'un autre point de vue, c'est-à-dire du point de vue des autres colonies, mais surtout ce qui permet de voir l'ensemble. Et ensuite, il faut essayer de le voir du point de vue des Autochtones, c'est-à-dire non pas du point de vue de l'arrivée de la civilisation, mais du point de vue de la décolonisation, et donc du point de vue de ceux qui sont là. Et ben, tout ça, évidemment, en même temps, ce sont les années 60-70. Avec la décolonisation. Il faudrait rajouter aussi Bourdieu, dont j'ai suivi des séminaires sur le capital symbolique, sur la violence symbolique, sur les mécanismes de sélection, d'autosélection, sur le rapport au corps. Alors, donc, tout ce qu'a fait Bourdieu, m'a fortement inspiré. Et j'ai donc écrit ce livre en essayant de comprendre comment, en somme, il y a une dynamique, comment, en somme, les Premières Nations sont en contact avec les Européens et comment, en somme, ils sont intégrés dans quelque chose qui est bien plus vaste que telle ou telle colonie, mais dans l'économie monde. Puis quels sont leurs ressorts, comment peut-on leur donner la parole, quels sont leurs témoignages, comment les mettre en valeur et comment faire une histoire inclusive qui ne soit pas l'histoire de l'avancée coloniale, mais l'histoire de l'interaction, l'histoire de la conquête, l'histoire de l'inter-influence, mais donc une histoire qui mette en rapport l'ensemble des acteurs. À l'époque, je ne le faisais pas à partir de la mythologie, je ne le faisais pas avec Lévi-Strauss non plus, je n'étais pas là-dedans, je connaissais de nom seulement. Je le faisais on va dire dans la perspective de Brodel, de Wallerstein et de l'école des annales visant à donner la parole aux sans-parole, aux exclus, et ici donc les Autochtones qui en somme sont exposés à un processus de dépossession de leur propre pays. Et donc c'est ce dont je voulais rendre compte. Alors, j'ai donc publié ce livre et en même temps, j'ai commencé à enseigner au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. J'étais embauché en sociologie et j'enseignais l'introduction, les méthodes de recherche, etc. Et je faisais faire beaucoup de terrain aux étudiants, des entrevues avec leurs grands-parents, l'analyse, même des éléments d'analyse de la reproduction sociale, de l'éducation, comment se transmettaient les savoirs, les métiers, mais à partir d'entrevues dans leur famille, en jugeant que si les jeunes commencent par comprendre leur famille, comprendre d'où ils viennent, comment fonctionne leur famille, il y a déjà un premier mécanisme d'objectivation du social et de regard sur soi et de distanciation et de compréhension. Et puis, il y a eu un poste ouvert à l'Université Laval pour enseigner les méthodes de recherche parce qu'il y avait eu une grève d'étudiants puis que le cours n'allait pas très bien. Et puis, je m'y suis présenté avec mon expérience au cégep. À vrai dire, mes chances n'étaient pas très bonnes parce que normalement, à l'université, on enseigne. On ne se rend pas à l'université à partir d'une expérience au cégep. C'est rare. Mais bon, j'ai eu le bonheur d'être embauché à l'Université Laval et d'y enseigner j'ai été embauché pour l'enseignement des méthodes de recherche. Et très rapidement, j'ai mis sur pied un cours qui consiste pour les étudiants à faire une enquête sur une période d'une année et à faire une vraie enquête pour un vrai organisme. C'était et c'est toujours situé en deuxième année, ça fait plus de 30 ans que le cours se donne. Alors, les étudiants en première année ont des cours théoriques sur les méthodes de recherche, et en deuxième année, on
on entrait en rapport avec des organismes de la région de Québec, toutes sortes d'associations, toutes sortes d'institutions, y compris le Musée de la civilisation, par exemple pour préparer en vue de la préparation d'expositions. Et on commençait l'année avec des commandes venant de ces organismes et les étudiants devaient s'engager à répondre aux contrats et à répondre aux exigences et du groupe qui les embauchait et du professeur et de l'université qui les encadrait. Alors, c'est un cours qu'on donnait un, des fois deux professeurs avec plusieurs assistants et un encadrement très serré des étudiants qui devaient commencer par passer une entrevue, ensuite un test de français. Quand ils échouaient le test de français, je les obligeais à prendre un cours de rattrapage en français en disant dans nos métiers, il faut écrire parfaitement. Si vous n'écrivez pas parfaitement, vous devez l'apprendre, tout s'apprend. Alors, nous maintenons cette exigence et prenez des cours de rattrapage. Et là-dessus, j'ai insisté fortement en jugeant que étudier en sciences sociales, si on n'en acquiert pas les bases théoriques et si on n'acquiert pas l'écriture, et si on n'acquiert pas les méthodes d'enquête, ben on est complètement laissé au dépourvu et incapable de travailler. Alors, j'ai donné ce cours pendant presque toute ma carrière avec beaucoup de plaisir. Et j'ai commencé à enseigner l'histoire des Autochtones 2-3 ans après mon embauche à l'Université Laval. À cette époque, on ne pouvait pas imaginer d'avoir de poste en enseignement de l'histoire des Autochtones parce que l'histoire des Autochtones, c'est l'histoire des sauvages. Elle ne faisait pas partie de notre histoire. L'histoire du Québec, l'histoire du Canada, ça excluait l'histoire des Autochtones. L'histoire des Autochtones s'est développée en anthropologie, s'est développée un peu en sciences politiques, un petit peu en sociologie, mais pas en histoire. Et j'ai pu commencer à enseigner en histoire sous la forme de cours de service offerts au département d'histoire, mais tout en appartenant au département de sociologie.